Avec tout ce qui se passe dans le monde, suivre l'actualité est essentiel. Pour faire le point sur la politique américaine, les nouvelles internationales et les sujets de l'heure, retrouvez Christian Latreille et nos journalistes. Sur le terrain, en semaine 16h, heure de l'Est, ici RDI. Nous sommes le lundi 20 octobre. Voici à la une. Bonjour, bon lundi, bon début de semaine. Mathieu Belluma au microphone, content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci d'être des nôtres en ce début de semaine. Donc, oui, grosse fin de semaine. Mon Dieu, il a fait chaud. En avez-vous profité? Êtes-vous sorti à l'extérieur, profiter de ce soleil, de cette chaleur? Hier, c'était presque l'été. Estival, vraiment. Vous nous l'aviez dit. Véronique. J'avoue que j'ai douté. Oui, hein? Vendredi, j'ai douté. Je voyais au retour de l'été. Je vous connais. Hier, je pensais à vous. Finalement, Elle avait raison. Elle avait raison. Une fois d'expérience. il y a eu des battu des records, oui. Oui, des records. Bon, dans le secteur d'Ottawa, il a fait 26 degrés. Donc, on a battu le record de 1963. Et Saint-Anicette, là, pas très loin de Valleyfield, il a fait 29. Donc, on a battu le record qui était de 27 en 2007. Montréal, on ne l'a pas battu, 22,3. L'ancien record, 24,7 en 2007. On n'était pas très loin. À Sherbrooke non plus, on était tout près. Donc, tout près ou record, mais 2 records confirmés. Saint-Anicette en Montérégie et le secteur d'Ottawa. Température encore très douce. Oui, si vous sortez ce matin, franchement, c'est doux. C'est surprenant, même 18 degrés au centre-ville. Ça va descendre tranquillement aujourd'hui et on a cette pluie qui s'en vient. On en reparle dans quelques instants. On va faire le tour des prévisions dans les prochaines minutes. Julie Jasmine Boudreau, bonjour. Bonjour. Vous en avez profité de cette fin de semaine, vous? Et le vent hier, moi, c'est cette espèce de vent chaud. Hein? Oui. D'automne. Qui dérange un peu quand on veut râter des feuilles. Hein? Mais ça s'en va chez le voisin. C'est gênant, des fois. Désolée. En même temps, c'est la faute du vent. Je veux dire, pas rien faire. On va revenir ensemble tantôt sur cette nouvelle absolument spectaculaire. C'est ce vol, en fait, au Louvre au cours de la fin de semaine. Ouais. Vraiment, les autorités ont été pris de court une histoire qui est digne d'un film d'Hollywood. C'est très, très abracadabrant. Comment ça s'est produit, bien sûr. C'était hier matin, mais j'aurai les détails. Puis aussi, là, c'est les réactions. Réactions en chaîne. Là-bas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Notamment, le musée fermé aujourd'hui. Ça vient tout juste d'être annoncé. Alors voilà, on va revenir là-dessus, bien sûr. Parfait. On va vous reparler dans les prochaines secondes. Je vais vous parler 2 secondes de cette société de transport de l'Outaouais pour nos auditeurs, auditrices dans ce coin-là. C'est la grève aujourd'hui, donc ça va être difficile, les déplacements dans ce coin-là. Le syndicat et l'employeur ne sont pas parvenus à s'entendre, donc pas de service aujourd'hui et pour la semaine, sauf pour ce qui est du service de transport adapté et de transport à la demande qui seront maintenus donc pour les utilisateurs de la société de transport de l'Outaouais. Donc voilà, pas de service aujourd'hui en raison de ce conflit de travail. Alors, Véronique, allons-y avec ces prévisions de la météo en détail pour aujourd'hui, alors qu'on le disait ce matin, c'est encore doux. Encore très doux ce matin, 18 Montréal, mais ça varie là, entre 12 et 16 degrés, peut-être même 17 encore à cette heure-ci du côté de l'Outaouais. On perdra quelques degrés en cours de journée comme ça parce que c'est le passage d'un front qui s'en vient avec la pluie qui devrait commencer graduellement en cours de matinée. Petit risque d'orage imbriqué là-dedans cet après-midi. Des quantités de l'ordre de 15, 20, 25 mm là, pour la plupart des régions et des températures à la baisse. La nuit prochaine, ça variera entre 9 et 11 degrés. Et pour les prochains jours, cette semaine, on garde en tête 11 à 13. Donc, des températures qui sont quand même saisonnières. Cette pluie devrait s'estomper graduellement demain en mi-journée et par la suite, on aura quelques éclaircies demain après-midi, mais il y a un autre système qui rapplique mercredi. Alors, à nouveau, de la grisaille avec quelques averses, en fait. Et par la suite, il y aura amélioration vendredi après-midi à l'approche du week-end. Donc, une semaine qui promet d'être majoritairement grise, assez humide aussi. Bref, accalmie mardi, mais dans l'ensemble, ces précipitations-là vont vraiment faire du bien. Oui. On en a grandement besoin. Donc, une pluie qui va se poursuivre aujourd'hui de façon intermittente du côté de l'Abitibi. Les vents ont tourné au nord-ouest. 9 degrés, c'est le maximum anticipé. Pour ce qui est du Saguenay, du Lac-Saint-Jean, ça commencera cet après-midi. Venteux sud-est encore, la quinzaine de degrés aujourd'hui. 13-14 pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie. Pas de précipitation avant ce soir. Sur la Côte-Nord, même chose, généralement nuageux, 9 degrés, mais la pluie commencera au cours de la nuit prochaine. Nuages et précipitations sur le nord de l'Ontario aussi. Venteux, 10 degrés comme maximum vers Thunder Bay. Sudbury, on sera plus
plus près de 12, mais c'est un ciel qui va devenir variable. Ça reste assez nuageux à Toronto, probabilité d'averse de l'ordre de 40 %. Beau temps Windsor, la quinzaine de degrés aujourd'hui et pluvieux à Ottawa. Ça commence ce matin. 5 à 10 mm là-dedans. Les températures seront à la baisse pour atteindre 11-12 degrés cet après-midi. Vancouver également sous les averses qui devraient commencer cet après-midi, une douzaine de degrés. Du beau temps pour Edmonton et Calgary, c'est du 9 à 11 au thermomètre. Regina, c'est plus venteux, plus nuageux aussi, un maximum qui va demeurer autour de 4. Probabilité d'averse seulement de 30 %, alors qu'à Winnipeg, on est sous la pluie, 10-15 mm aujourd'hui, avec un maximum de 7. Donc, on change de régime tranquillement. Nos températures douces nous quittent et la pluie s'installe pour quelques jours avec de brèves périodes d'accalmie dans tout ça. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. In the air to right center. It is gonna go! Et voilà un autre coup de circuit. Olivier Pellerin, bonjour. Bonjour. On parle de cette soirée des Blue Jays de Toronto qui affrontaient les Mariners de Seattle, évidemment, dans ce match numéro 6. Ça prenait absolument une victoire des Blue Jays pour espérer avoir un ultime match. Ben, c'est fait. Oui, victoire de 6-2 hier pour les Blue Jays de Toronto. Dans une soirée assez complète où ils ont pu profiter des largesses des Mariners de Seattle avec quelques erreurs qui ont permis de positionner des frappeurs sur les coussins. Un très bon départ de Trey Savage aussi, ce jeune lanceur de 22 ans qui a encore une fois épaté la galerie, mais surtout encore une fois avec des coups sûrs opportuns. Lorsqu'on parlait de cette formation qui est assez complète et qui est dangereuse du 1er au 9e frappeur, bien hier, ça a été entre autres Addison Barger cette fois qui a frappé à la longue balle pour 2 points et qui a permis donc ce gain de 6-2. Donc vraiment, on se relaie d'un match à l'autre. Il y a les vedettes, oui, comme Vladimir Guerrero Jr. qui a frappé la longue balle encore hier, qui met un peu de piquant dans tout ça, mais il y a d'autres joueurs qui s'invitent, parfois Nathan Lucas, parfois Addison Barger ou même Ernie Clement. Donc vraiment une formation complète qui accède donc à ce 7e match ultime à Toronto ce soir à 20h. Ça nous fait nous coucher tard, là, honnêtement. J'avoue qu'hier, j'ai tiré ça un peu trop. Et ça nous fait ennuyer aussi les belles années des Expos de Montréal aussi. Bon, nous, on est à Montréal. Oui, il y a eu cette histoire de baseball. On s'en ennuie un peu de ces soirées, de peut-être ces grands moments en séries éliminatoires. On ne boudera pas notre plaisir. Donc, je le rappelle, match ultime ce soir à Toronto à 20h. Soyez là parce que ça risque d'être haut en couleur. Du moins, c'est ce qu'on souhaite pour ce 7e match parce que les deux équipes ont offert vraiment du beau jeu. Les lanceurs ont été très bons, les frappeurs ont été très bons aussi. Donc, ça promet pour ce match ce soir. Soyez-y. Parfait. Parlons de soccer maintenant. Les Roses de Montréal ont rendez-vous avec Toronto en demi-finale de cette Super Ligue du Nord. Parce qu'elles avaient leur dernier match au calendrier hier. Elles affrontaient l'AFC Toronto. AFC Toronto qui était bien installé au premier rang. Donc ça, il n'y avait pas de question de ce côté. C'était les Roses de Montréal qui pouvaient peut-être accéder au deuxième rang et peut-être améliorer leur sort pour les demi-finales. Elles ont perdu hier donc 2-1 face à Toronto alors qu'elles avaient les devants dans le match. Ce qui fait donc que Toronto sera son prochain adversaire donc en demi-finale de cette toute première saison de la Super Ligue du Nord. Donc, ce sera Montréal contre Toronto dans une portion de tableau de demi-finale et ce sera donc Vancouver contre Ottawa pour l'autre portion de tableau. Donc, ça débutera le 1er novembre prochain à Montréal avant d'avoir un match retour à Toronto. Donc, on est dans ces séries aller-retour comme on est habitué dans le monde du soccer. Et je vous rappelle que c'est la grande finale de la Super Ligue du Nord sera le 15 novembre prochain à Toronto. Donc, pourquoi ne pas aller brouiller les cartes et aller éliminer les hôtesses de cette finale? Donc, ce sera surveillé dès le 1er novembre prochain. En terminant, parlons de patinage de vitesse. Belle récolte pour le Canada à Montréal. Oui, on avait parlé du premier week-end à l'Aréna Maurice-Richard avec 7 médailles. On avait dit que ça avait été une bonne récolte, mais qu'il y avait eu quelques déceptions. Ben là, ça a été encore mieux le week-end dernier avec 10 médailles, dont 7 médailles d'or. Et celui qui en a mis plein la vue, c'est William Danginou. Lui, il avait été frustré lors du premier week-end avec des chutes, avec des disqualifications lors des épreuves de relais masculin. Ben, il a quitté donc l'Aréna Maurice-Richard avec 5 médailles en poche, 5 médailles d'or, donc 3 médailles d'or individuelles et 2 médailles d'or dans les relais masculins et relais mixtes. Donc vraiment un week-end extraordinaire qui a été bon aussi pour Courtney Sarro qui en avait mis plein la vue, elle, lors du premier week-end. Donc prochain rendez-vous de ce circuit mondial de courte piste, ce sera en Pologne à la mi-novembre, du 20 au 23 novembre. Donc ils ont de quoi être à bâtir et surtout à préparer cette année olympique et ces Jeux olympiques qui viendront très, très, très rapidement en février prochain. Fin de semaine. Oui. Merci beaucoup. Un plaisir. Bonne journée.
beaucoup parlé aujourd'hui également des médecins spécialistes, entre autres, et Jean-Philippe sera avec nous pour faire le point dans les prochaines minutes parce que la Fédération des médecins spécialistes du Québec demande au premier ministre François Legault d'intervenir dans le conflit de travail afin de permettre aux médiateurs de mener à bien cette négociation. En fait, la FMSQ a même envoyé une lettre à François Legault le 18 octobre, donc si je ne me trompe pas, oui, c'est en fin de semaine, et la Fédération qui dit avoir perdu confiance envers Christian Dubé. Ça va retenir l'attention aujourd'hui et Jean-Philippe sera avec nous pour nous parler de ce sujet-là. Entre-temps, si vous voulez plus d'informations, c'est sur le site de radiocanada.ca ce matin. Bien, commençons ce matin cette revue de presse avec le Journal de Montréal. Il voyage partout sur votre bras, titre le journal. Les sénateurs et leurs conjoints en pages 4 et 5 du journal. Vous pourrez aller lire ça. Notre collègue Laurence Martin nous avait déjà parlé de ces voyages voyages linguistiques dans le cas d'une sénatrice montréalaise. C'était Amina Gerba. Elle était allée prendre des cours de langue sur la côte ouest, dans le coin de Vancouver, avait amené son conjoint, donc toutes dépenses payées, voyage en classe à faire. Bien, le Journal de Montréal a fait une compilation de tout ça. Les sénateurs ont facturé plus de 2,5 millions de dollars en 9 ans aux contribuables pour que leurs conjoints et conjointes les accompagnent. Donc, on a toute une série d'exemples dans le Journal de Montréal de ce matin. Et ce que l'on comprend, et tout ça est dans les règles du Sénat. C'est un privilège qui est loin d'être marginal. Même la présidente du Sénat ne s'en prive pas. Les contribuables ont notamment payé plus de 12 000 $ pour que son conjoint l'accompagne 5 jours en Afrique de l'Ouest. En fait, ces dépenses-là existent depuis longtemps pour permettre aux conjointes des sénateurs et des sénatrices d'aller les voir à Ottawa. Mais semble maintenant que, effectivement, des sénateurs ne s'en privent pas et voyagent comme ça avec leurs conjoints. Certains trouvent que c'est abusif, que c'est déraisonnable. C'est le cas de la sénatrice Raymonde Saint-Germain qui pense qu'il va devoir y avoir une analyse de ce programme-là et resserrer certaines règles. Donc, vous pourrez lire ça en une du Journal de Montréal, qui nous apprend aussi ce matin qu'au Québec, les contrôleurs routiers pourront porter une arme à feu. Ça fait débat depuis quand même quelques semaines au Québec, cette histoire des contrôleurs routiers. Ils ne peuvent plus patrouiller en ce moment en raison d'une décision du tribunal des relations du travail. Et là, semble que le nouveau ministre des Transports, Jonathan Julien, va annoncer prochainement que les contrôleurs routiers pourront porter une arme à feu. À lire donc en une du Journal de Montréal de ce matin. La presse nous parle de ces fraudes de type grands-parents, vous savez, où on place un appel téléphonique chez des gens âgés. On leur fait croire que, par exemple, il y a une caution à payer pour un petit enfant qui est emprisonné. Et là, on met beaucoup de pression. Les personnes paient. Et c'est très payant pour qui? Pour la mafia. Comment la mafia s'enrichit sur le dos des aînés. La mafia montréalaise qui s'est enrichie outrageusement, dit à la presse de ce matin, ces dernières années, grâce à ces fraudes de type grands-parents. Un flot de diamants importés de New York a permis de rapatrier au Québec les profits de ce cruel racket avec l'aide de bijouterie peu scrupuleux. Des documents obtenus par la presse, démontrent pour la première fois les ramifications du réseau. C'est Vincent Larouche et Daniel Renaud qui nous parlent de ça en une de la presse. Donc, vous pourrez aller faire un tour sur la presse si vous voulez avoir plus de détails. Dans le Devoir de ce matin, on continue ces rencontres éditoriales. Cette fois, c'est la candidate d'Ensemble Montréal, Mme Martinez-Ferrada, qui veut redresser Montréal. C'est ce que titre le journal. Soraya Martinez-Ferrada est candidate à la mairie de Montréal. La chef d'Ensemble Montréal affirme que la métropole s'est dégradée depuis 8 ans. Elle sent une volonté de changement parmi les électeurs. D'ailleurs, selon un sondage récent de Radio-Canada de la firme Segma, c'est elle qui est en tête dans les intentions de vote. Donc, vous pourrez lire différentes positions de Mme Martinez-Ferrada. C'est en une du quotidien Le Devoir de ce matin. Dans le Globe and Mail, on nous parle de ce cessez-le-feu à Gaza. Donc, Israël a dit que le cessez-le-feu reste en vigueur après des bombardements de la fin de semaine. Bombardements de l'armée israélienne qui disait que le Hamas n'avait pas respecté la trêve, qu'il y avait eu des attaques contre des gens de l'armée israélienne. L'aide humanitaire qui a été suspendue, qui devrait reprendre aujourd'hui à la suite de pressions américaines. Vous aurez le portrait en une du Globe and Mail de ce matin. Et puis sur Radio-Canada, oui, je vous parlais de ces médecins, mais ce qui retient aussi l'attention en une, c'est l'élection dans Terrebonne, au nord de Montréal. Vous vous souvenez de cette affaire? Les libéraux et les bloquistes étaient au coude à coude à un vote. Et puis, il y avait cette personne qui s'était manifestée disant qu'il y avait eu erreur, son bulletin de vote n'avait pas compté en raison d'une erreur d'adresse postale. Eh bien, aujourd'hui et pour les 3 prochains jours, on va donc débattre de la nécessité de reprendre ou non le scrutin dans cette circonscription de Terrebonne à la suite d'une erreur de code postal.
Alors, on parlait des médecins spécialistes du Québec qui demandent donc au premier ministre lui-même d'intervenir dans le conflit pour permettre aux médiateurs de mener à bien ces pourparlers qui font du surplace, qui sont au point mort. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour, Mathieu. Donc, la Fédération dit ne plus avoir confiance envers le ministre Christian Dubé, le ministre de la Santé du Québec. Oui, selon les médecins spécialistes, c'est l'attitude du ministre Dubé qui empêche les partis de parvenir à un accord à la table de négociation. Et selon eux, c'est l'entêtement du ministre Dubé et sa volonté, selon les médecins spécialistes, de punir les médecins qui ont fait achoper les 3 tentatives de blitz de négociation qu'il y a eu, Mathieu, depuis l'été dernier. Alors, le président, en fait, de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, le docteur Vincent Oliva, a décidé d'écrire directement au premier ministre en fin de semaine, samedi, pour lui demander d'intervenir justement personnellement dans le conflit pour régler le litige. Il y a une assemblée spéciale de la Fédération qui va se tenir ce soir pour déterminer la suite des choses. Il y a des nouveaux moyens de pression qui pourraient être mis en place peut-être par les médecins spécialistes. Mais je vous rappelle que depuis jeudi, les médecins spécialistes ont suspendu la médiation avec le gouvernement du Québec et pendant ce temps-là, bien, ils poursuivent toujours les spécialistes dans leurs moyens de pression qui ont été mis en place, qui est entre autres de cesser et d'assurer l'enseignement, mais également l'encadrement de tous les stages cliniques là, des étudiants en médecine au Québec. Oui, bien justement, ce sera une semaine décisive pour ces étudiants en médecine. Oui, parce qu'à partir d'aujourd'hui, les moyens de pression des médecins spécialistes et des médecins de famille aussi, qui ont également emboîté le pas récemment, bien, ça va avoir un impact direct sur les étudiants selon les facultés de médecine au Québec, parce que c'est la diplomation des 1000 finissants en médecine qui pourrait être, Mathieu, carrément repoussée parce que les activités d'enseignement, donc, de même que l'encadrement des stages, c'est boycotté par les médecins. À la faculté de médecine de l'Université Laval, la doyenne Marie Arsenault, ben, c'est une situation là, qu'elle déplore. On l'écoute. Il y a des choses qui doivent être faites, des stages qui doivent être complétés. Nous essayons tous, dans chacun de nos programmes, d'aider les étudiants, de faire des adaptations, d'essayer de minimiser les impacts. Mais à compter de demain, ces adaptations-là ne sont plus possibles. Évidemment, quand Mme Arsenault parlait de demain, c'est une entrevue qui a été réalisée hier. Oui, évidemment, elle parlait d'aujourd'hui. Autre réaction, celle de Flavie Harvey, qu'on a entendue à quelques reprises depuis le début de ce conflit-là, de la Fédération médicale étudiante du Québec, qui nous parle de l'impact, oui, pour les étudiants, mais également de l'impact pour l'ensemble du réseau de la santé. La graduation sera retardée et donc, on ne pourra pas commencer à travailler en tant que médecin dès l'année prochaine. C'est des médecins qui auraient pris en charge des patients, qui auraient fait des traitements, qui auraient effectué des gardes dans les hôpitaux. Donc, le Québec va devoir se priver de 1000 nouveaux médecins dès juillet 2026, avec un retard pour le moment inconnu. Oui, c'est intéressant. Et ce qui est au cœur du litige, ce qui fait achoper les négociations, on en a souvent parlé, c'est le projet de loi 106 du ministre de la Santé, Christian Dubé, qui lie une partie de la rémunération des médecins à des indicateurs de performance. Alors, il faudra voir maintenant ce que va faire le gouvernement Legault si les médecins spécialistes, Mathieu, décident d'augmenter ou d'accentuer leurs moyens de pression. Est-ce que le gouvernement pourrait décider éventuellement donc d'adopter une loi spéciale pour mettre fin à ces moyens de pression? Il faudra voir. Oui, on a compris la semaine passée dans une entrevue du ministre Christian Dubé, effectivement, qu'il allait falloir qu'il se passe quelque chose. Est-ce que ce sera cette semaine? Est-ce qu'il y aura loi spéciale? Ce sera à surveiller, mais j'ai l'impression qu'on va s'en reparler ensemble, oui, Jean-Philippe, cette semaine. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée. Sur la scène culturelle, Julie Jasmine, ce qui a retenu l'attention, et chers auditeurs et auditrices, vous avez peut-être lu ça, suivi ça en fin de semaine. Sinon, on va tout vous raconter ça. C'est un vol spectaculaire de bijoux. Ça s'est passé au Louvre, quand même. C'est pas un musée qui n'est pas surveillé, qui n'est pas visité, là, le Louvre. Là. En fait, c'est le musée le plus visité au monde. C'est ça. Et c'était vraiment un des vols les plus spectaculaires au monde qui s'y est produit en fin de semaine. C'est vraiment digne d'un scénario de film, là, un peu à l'affaire Thomas Crown, pour ceux qui ont déjà vu ce film-là. Alors, pour rappeler les faits, ça s'est produit hier matin, 9h30, heure locale. Oui, pas en pleine nuit, là. 9h30. Non. Là. La lumière du jour. Alors, c'est un commando de 4 personnes qui a réussi, en perçant une vitre avec un appareil sophistiqué, on parle d'une disqueuse ou d'une meuleuse, de finalement les dérober des bijoux. Et tout ça, c'était au balcon, donc d'un étage surélevé. Ça s'est fait avec une nacelle.
pas banal quand même, OK? Et la nacelle était dans la rue, depuis la rue, donc, c'est-à-dire que c'était sur la voie publique. Alors là, pour l'instant, ni les voleurs ni le butin ont été retrouvés, à l'exception d'une seule couronne qui a que les malfaiteurs ont échappé en se sauvant probablement. Et on parle d'une valeur inestimable. On n'a pas chiffré jusqu'à présent là, combien tout ça vaut. Mais juste pour vous donner une petite idée, là, j'ai fait le tour des unes ce matin et tous les grands quotidiens français en parlent. Libération parle de 7 minutes pour 8 bijoux. Ça, c'est la durée du vol. Top chrono. Le Monde, lui, nous présente ces bijoux-là du 19e siècle. Et vous allez voir, là, il y a des couronnes, des broches, des colliers. C'est bien sûr pas très discret après ça de tenter de se débarrasser de ça. C'est ça, j'allais dire. Si vous trouvez ça sur les petites annonces classées, là, posez-vous des questions. Appelez les policiers. Si quelqu'un vous parle de bijoux pas chers à vendre, là, méfiez-vous. Et le Figaro, ce matin, on questionne surtout les failles de la sécurité, le risque de vulnérabilité, évidemment, puis la mise aux normes des installations techniques. Et là, les réactions, bien sûr, ça s'enchaîne. Je pense au ministre de la Justice ce matin qui a dit c'est sûr que nous avons failli à la tâche, bien sûr. Puis surtout, cette histoire de monte-charge sur la voie publique, là, ça, évidemment, ça fait énormément jaser. Je vous parlais de la nacelle. Puis surtout que ça envoie une image très déplorable de la France. Puis je vous ai dit tantôt que c'était le musée le plus visité au monde. C'est 9 millions par année, mais ça a été conçu pour 4 millions de visiteurs, justement, par année. Et il y avait des travaux qui ont été annoncés en janvier dernier, des gros travaux. On parle d'à peu près entre 800 millions d'euros prévus. Puis c'est un chantier qui devait commencer en 2027 pour 5 ans. On avait surtout parlé à l'époque, là, je me souviens, j'avais couvert cette nouvelle-là, de l'entrée, de la vétusté, justement, des bâtiments, à quel point ça coulait. Mais là, d'après vous? On peut peut-être mettre un peu plus de budget sur la sécurité. D'après vous? Ça se pourrait. On en rit, mais c'est pas si drôle que ça. Non, c'est pas drôle. C'est tellement farfelu et abracadabra. C'est ça, c'est presque incroyable. On peut pas penser que ça peut arriver, mais ça s'est passé. Effectivement, il y aura certainement d'autres réactions aujourd'hui. Parlons-nous d'En direct de l'univers qui a célébré sa 400e émission samedi, et c'est le public qui a été célébré. Le public étant fidèle à cette émission, et là, on parle de 30 personnes venues d'un peu partout à travers le Québec, aussi loin que Lebel-sur-Quévillon ou Matagami, 800 km d'ici. Je parle à Montréal, bien sûr, c'est pas banal. Et c'était toute une émission, toute une gymnastique, parce qu'on n'a jamais oublié d'inclure le téléspectateur. Alors ça, c'est Dee Snider chanteur de Twisted Sisters. Voilà, en compagnie d'Isabelle Boulay. Il était venu il y a 3 ans chanter pour elle. Et là, on fait un duo ensemble. Alors évidemment, tout feu, tout flamme, un chic type qui a bien fait lever la foule. Alors ça, c'est le seul extrait que vous pouvez rattraper sur la page d'En direct de l'univers parce que, pour une question de droit, vous savez, on ne peut pas reprendre l'émission complète. Mais allez vous faire plaisir de grâce. Merci beaucoup, Julie Jasmine. Ça fait plaisir. Merci à vous d'être à l'écoute. Laissons-nous sur Twisted Sisters. Bonne journée, à demain.